tous, bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les grands axes de réflexion et des conseils pratiques concernant votre stratégie d'intéressement et d'épargne salariale. Donc, je me présente, je suis Valérie Devrouet-Roy, je suis l'une des 7 associées du cabinet Ruff et Associés. Je suis en charge de notre pôle social et RH basé à Nice. Pour cette présentation, je serai accompagnée d'Hervé Duhamel, directeur régional d'ERES. Donc, merci chaleureusement Hervé pour votre présence. Merci pour l'invitation. Sandrine Aubertinaz, associée de Prescience Conseil, ne pourra malheureusement pas présenter avec nous ce webinaire pour des raisons de santé, mais elle se tiendra bien entendu à votre disposition. Donc, ses coordonnées vous seront également transmises si vous avez des questions à lui faire parvenir à la fin du webinaire. Une présentation succincte du cabinet Ruff et Associés. Ruff et Associés est un cabinet d'expertise comptable et de conseil basé sur la Côte d'Azur depuis maintenant plus de 50 ans. Nous accompagnons plus de 2500 clients qui sont dirigeants, investisseurs et également des particuliers. Nous avons 90 collaborateurs, 7 associés répartis sur nos 6 sites sur la Côte d'Azur. Et nous proposons une palette complète de services et d'accompagnement en termes de comptabilité sociale, de conseils en gestion, en stratégie de développement, mais également évaluation d'entreprise, fiscalité personnelle et immobilière. Nous sommes membres du réseau international Prime Global qui nous permet d'accompagner nos clients en France, mais également à l'international. Prescience Conseil est un cabinet de courtage en assurance de personnes au service des dirigeants et des particuliers depuis maintenant plus de 10 ans. Prescience Conseil est un partenaire du groupe Ruff et Associés et il permet aux dirigeants et aux personnes privées une offre vraiment sur mesure en termes de protection sociale et patrimoniale. Ces secteurs d'intervention sont tout ce qui est assurance, assurance emprunteur, assurance vie, assurance santé, tout ce qui est audit de protection sociale et juridique, stratégie, bilan de retraite, départ en retraite et également, ils interviennent dans tout ce qui est prévoyance. Je vais reprendre la main, Valérie. Donc, bonjour à tous. Je suis Hervé Duhamel, donc directeur régional PACA chez RS. RS est une entreprise spécialisée en épargne salariale et en épargne retraite. Donc, nous sommes sur le marché depuis près de 20 ans. Donc, sur les montages de mécanismes d'épargne donc salariale, intéressement, participation, plan d'épargne entreprise, gestion aussi de mécanismes de retraite individuelle au travers du PER. Et nous avons une branche d'activité très atypique puisque nous sommes encore l'un des derniers spécialistes en actionnariat salarié pour les entreprises non cotées, où là, on travaille énormément sur du sur-mesure. Donc, je vais vous accompagner pour vous présenter un petit peu tous ces mécanismes-là, notamment en termes de compte titres et de compte assurantiel sur la fin de la présentation. On va commencer par parler un petit peu de l'intéressement. On va vous expliquer les objectifs, l'intérêt à mettre en place un tel dispositif. On va voir ensemble les conditions d'application, comment on va monter l'accord et comment va se dérouler le versement des primes. Ensuite, Hervé interviendra sur tout ce qui est plan d'épargne. Et à la fin, on aura nos questions-réponses où on pourra échanger ensemble si vous avez des questions complémentaires. L'intéressement. Donc, l'intéressement, c'est un dispositif qui va permettre à l'employeur de mettre en place de manière volontaire un cadre d'association des salariés aux performances de l'entreprise. Le point important, c'est que l'intéressement, c'est un dispositif facultatif. Aucun texte à ce jour ne prévoit l'obligation pour les employeurs de mettre en place l'intéressement. C'est vraiment une initiative de l'employeur qui a pour envie vraiment d'intéresser les salariés aux résultats et aux performances de son entreprise dans le but finalement, de les motiver à participer au développement de l'entreprise, mais également de les récompenser des efforts fournis et voilà, qu'ils puissent bénéficier eux aussi du développement de l'entreprise. Donc, l'intéressement, c'est un complément donc, de rémunération
qui est aléatoire. On va le voir au fur et à mesure de la présentation. Ce caractère aléatoire est assez important. On ne va pas pouvoir déterminer à l'avance le montant d'intéressement qu'on va verser. Ça va dépendre de différents critères qu'on va voir au fur et à mesure de la présentation. Le but final, c'est de verser des primes, donc des suppléments de rémunération, des primes d'intéressement qui vont bénéficier à l'ensemble des salariés en fonction de l'atteinte d'objectifs qu'on aura déterminés dans l'accord. Ces primes d'intéressement, elles vont être réparties entre les salariés de manière uniforme ou pas. Et l'intérêt principal, bien entendu, c'est l'incitation sociale et fiscale, parce que ces charges sont quasiment exonérées de charges sociales et d'impôts lorsqu'elles vont être versées sur un plan d'épargne. Ce qui est important de savoir, c'est que toutes les entreprises peuvent mettre en place un accord d'intéressement. La seule condition, c'est d'avoir au moins un salarié. Donc, contrairement à la croyance générale, l'intéressement n'est pas réservé aux entreprises avec un certain nombre de salariés. Ça peut vraiment déjà être un dispositif intéressant pour les très petites entreprises. Un cadre fiscal et social exceptionnel, oui, parce qu'en France, on sait que les taux de charge sont assez importants. L'intéressement est encore un des rares dispositifs à être très avantageux en termes d'avantages social et fiscal. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, il n'y a pas de forfait social. Il y a une exonération de toutes les cotisations sociales, hormis la CSG-CRDS. Il y a une exonération de l'impôt sur le revenu pour le salarié si les sommes sont épargnées. Et c'est accessible à toutes les entreprises, donc ce n'est pas réservé aux entreprises de taille significative. À titre de comparaison, quand on a une enveloppe globale de 1 000 € pour l'entreprise, si elle souhaite verser à son salarié une prime, le gain net pour le salarié va être de 386 €. Donc le delta, c'est les charges sociales, salariales, patronales et l'impôt. Si un TNS va se rémunérer au titre des BNC, le gain net pour lui va être de 505 €, donc on est à un taux de charge de 50%. Et en épargne salariale, le versement de la prime qui est placé directement sur un plan d'épargne, le gain net pour le salarié va être de 903 €. Donc là, on voit qu'on n'a que la CSG-CRDS. Donc à ce jour, c'est vraiment le dispositif le plus favorable en termes de fiscalité et de charges. Les conditions d'application. Donc il y a 4 grandes conditions d'application. On va détailler donc les 3 premières dans les slides suivantes. Il y a le principe de non-substitution de l'épargne salariale au salaire. Il y a le caractère collectif de ce dispositif et il y a le caractère aléatoire. La 4e condition, qui est une condition de départ, je dirais, c'est vraiment que l'entreprise doit être à jour de sa représentation élue du personnel. En résumé, la société doit être à jour de ses élections professionnelles CSE. Elle ne peut pas être défaillante par rapport à ces élections-là, sinon elle ne pourra pas valablement conclure d'accord. Donc, concernant la première condition, le principe de non-substitution de l'épargne salariale au salaire, le but du législateur, c'est que l'intéressement, lorsqu'il se met en place, doit vraiment constituer une enveloppe supplémentaire de rémunération et ne pas remplacer un élément de rémunération déjà existant. À défaut, bien entendu, en cas de contrôle ultérieur de l'URSSAF, les primes d'intéressement seraient requalifiées en salaire et donc il y aurait un appel de charges sociales et d'impôt sur le revenu. Les éléments de rémunération, ça va être quoi? Par exemple, si dans l'entreprise, il y a un usage de verser une prime de fin d'année chaque année, l'année où on met en place l'intéressement, cette prime ne doit pas disparaître. Voilà. Donc, les services de l'URSSAF vont vraiment vérifier que tous les éléments de rémunération ont perduré et ont été maintenus lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place. Condition donc, numéro 2, c'est un caractère collectif. L'intéressement, sauf sous certaines conditions qu'on va voir, doit bénéficier à l'ensemble des salariés. Au sens code du travail, ça veut dire que vos alternants, par exemple, bénéficieront de la prime d'intéressement qui sera versée. On ne peut pas exclure une catégorie de salariés ou des salariés spécifiques. La seule exclusion possible, c'est qu'on peut mettre une condition de 3 mois d'ancienneté sur l'exercice comptable concerné par le dispositif. Et dernier caractère collectif, pour que ce soit collectif, il faut qu'il y ait des salariés qui bénéficient du dispositif. Donc, il faut au moins un salarié qui soit distinct du chef d'entreprise et de son conjoint, collaborateur ou associé. Troisième condition, c'est le caractère aléatoire.
À la base de l'accord d'intéressement, il y a une formule de calcul qui va permettre vraiment le fondement de l'accord d'intéressement, c'est la formule de calcul. Cette formule de calcul, elle va conditionner le déclenchement ou pas de l'intéressement en fin d'exercice. Cette formule de calcul, on va expressément la mentionner dans l'accord. Et donc, on ne va pas pouvoir assurer aux salariés un montant minimum d'intéressement. C'est uniquement si les critères qui vont être mis en place et déterminés dans la formule de calcul sont réalisés qu'on aura le versement de l'intéressement. Donc, normalement, jusqu'au moment de la clôture de l'exercice comptable, on ne sait pas, normalement, si l'intéressement sera versé ou pas. Pour assurer ce caractère aléatoire, l'accord d'intéressement va devoir être conclu avant la fin de la première moitié de la période de prise d'effet. Ça veut dire que si on est sur un exercice comptable en année civile, du 1er janvier au 31 décembre, il faut que l'accord d'intéressement soit signé par les parties prenantes avant le 30 juin. Ça, c'est vraiment un critère important de validité. L'intéressement, comment ça marche en termes de durée? Dans l'accord, on va pouvoir prévoir la durée d'application. Cette durée va être de 1 à 5 ans. On va pouvoir également prévoir si au terme de cette durée d'application, il y aura une tacite reconduction ou pas. Les bénéficiaires de l'intéressement vont être donc les salariés, mais également les chefs d'entreprise, les présidents, les directeurs généraux, les gérants qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail. C'est vrai que les dirigeants ne savent pas forcément qu'ils peuvent être également, eux, bénéficiaires de l'intéressement. Donc, ça peut être pour eux une optimisation de leur rémunération significative. Va pouvoir bénéficier également de l'intéressement le conjoint ou le partenaire de pacte du chef d'entreprise qui n'a pas de contrat de travail, mais qui a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé. Toujours à la condition qu'il y ait un autre salarié dans l'entreprise. En termes de mise en place, c'est assez simple. Dans les entreprises de moins de 50 salariés qui n'ont pas de représentants du personnel et qui ne sont pas couvertes par un accord de branche qui prévoit de l'intéressement, on va pouvoir mettre en place l'intéressement par une simple décision unilatérale de l'employeur. Donc, il n'y a pas de négociation collective au sein de l'entreprise, c'est uniquement une décision unilatérale de l'employeur. D'autres possibilités existent pour les entreprises. Il peut également avoir un accord qui est ratifié à la majorité des 2/3 des salariés. L'employeur rédige un projet d'accord d'intéressement et va le soumettre à validation de la majorité de ses salariés. Et sinon, dans les entreprises avec des élus, CSE ou des représentants d'organisations syndicales, il pourra y avoir un accord négocié au sein de l'entreprise. Comment va se déclencher et se calculer l'intéressement? Donc, premier point, dans l'accord, on va déterminer la formule de calcul. La formule de calcul, elle va faire appel à des critères qui sont objectifs. Ils peuvent être financiers ou extra-financiers, ils peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. La seule condition, c'est que ce critère, il doit être mesurable et identifiable et contrôlable par l'administration pour qu'elle puisse valider l'accord, mais également lisible et compréhensible par les salariés. À titre d'exemple, ça peut être, par exemple, comme critère, une condition de progression du chiffre d'affaires, un montant du résultat courant avant impôt. Ça peut être un ratio chiffre d'affaires, nombre moyen de salariés ou masse salariale. Et ça peut être aussi des critères, donc on l'a dit qualitatifs, ça peut être une augmentation du taux de fidélité des clients, ça peut être le taux de pièces défectueuses dans une unité de production, une augmentation des ventes. Voilà, il y a énormément de critères qui peuvent être prévus dans l'accord. Et je dirais que c'est la partie vraiment la plus importante de l'accord, c'est vraiment cette réflexion autour de quels critères sont pertinents en fonction de mon activité, de mon entreprise, pour pouvoir vraiment avoir un impact en termes d'engagement des salariés. Les objectifs, on peut les définir au niveau de l'entreprise. On peut également les définir par unité de travail et par période infra-annuelle. On peut déterminer des critères par périodicité trimestrielle ou semestrielle. Bon, c'est vrai qu'habituellement, on est plus sur des critères qui sont déterminés au niveau de l'entreprise et de manière annuelle, mais voilà, on a la possibilité d'adapter ces critères-là.
Comment va se passer donc le déroulé du versement? Donc, on l'a dit, la signature de l'accord doit intervenir dans les 6 premiers mois de l'exercice. Une fois l'exercice clos, on va calculer et vérifier s'il y a une prime d'intéressement qui va pouvoir être versée aux salariés. À partir de là, 2 options possibles. Soit les critères les objectifs n'ont pas été atteints, à ce moment-là, il n'y a pas d'intéressement versé. Soit les critères ont été atteints et à ce moment-là, il y a une enveloppe globale d'intéressement qu'on calcule en fonction des modalités de calcul qui ont été déterminées dans l'accord. À ce moment-là, on va répartir donc cette enveloppe globale entre les salariés qui vont percevoir la prime au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice. En gros, pour un exercice qui se clôture au 31 décembre, les salariés bénéficieront de leur prime d'intéressement avant le 31 mai. S'il n'y a pas de plan d'épargne au sein de l'entreprise, ce qui est tout à fait possible, l'intéressement est versé directement aux salariés après prélèvement de la CSG-CRDS et après paiement donc, de l'impôt sur le revenu sur le bulletin de salaire via le PAS. S'il y a un plan d'épargne en place, un PE, un PERECO, le salarié va pouvoir choisir soit de percevoir directement sa prime et soumis donc à impôt sur le revenu, soit de placer la prime d'intéressement sur le plan et donc à ce moment-là, il bénéficiera en plus de son exonération d'impôt sur le revenu. Le supplément d'intéressement est une spécificité qui est souvent méconnue de la part des entreprises, mais qui est quand même très intéressant. Ce supplément d'intéressement, il va être décidé par l'employeur une fois qu'il a versé son enveloppe globale d'intéressement qui a été prévue dans l'accord initial. Si l'employeur le souhaite, une fois qu'il a distribué l'intéressement, s'il se rend compte qu'il a encore une trésorerie suffisante pour verser aux salariés un montant supplémentaire, il va pouvoir, par simple décision unilatérale, décider d'une enveloppe supplémentaire qu'il verse aux salariés. L'enveloppe supplémentaire, elle est librement décidée dans la décision unilatérale. Ça peut être soit un pourcentage de la masse salariale, soit du chiffre d'affaires, soit un montant forfaitaire à distribuer entre les salariés. Ce supplément, bien entendu, on ne peut le verser que s'il y a eu l'intéressement initial qui s'est déclenché. Et il ne peut intervenir qu'après le versement initial de l'intéressement. Hervé, je vous laisse. Merci Valérie, merci Valérie. Donc on va voir maintenant les mécanismes dont l'intéressement fait partie, puisque l'intéressement est un des mécanismes d'épargne salariale. L'épargne salariale, c'est un terme très générique qui regroupe alors en fait différents flux que sont l'intéressement que vous venez de voir avec Valérie, la participation, qui est un autre mécanisme de partage de profits vers les bénéficiaires, mais aussi les versements personnels, des transferts de jours de congés non pris et de l'abondement, dont on parlera un petit peu plus tout à l'heure. Tous ces flux sortant de l'entreprise vont aller pouvoir se stocker au travers de 2 plans d'épargne que l'on appelle communément PE et PERECO, qui sont le plan d'épargne entreprise ou interentreprise, on va voir tout de suite après la différence, qui est un plan d'épargne dans lequel l'argent est bloqué pendant 5 ans, et le PERECO dans lequel l'argent est bloqué jusqu'à l'âge de la retraite. Alors, quelle est la différence entre un PE et un PEI? On trouvait intéressant de vous l'expliquer parce que sur le marché, on entend un petit peu tout comme dénomination. En fait, un plan d'épargne entreprise, un PE et un PERECO, ce sont des plans d'épargne sur mesure qui sont rédigés par l'entreprise spécifiquement pour elle et qui sont déposés, ces règlements de plan, auprès de la Direction régionale du travail. C'est un élément assez lourd à mettre en place. Donc, les distributeurs, comme nous sommes nous chez RS, avons décidé depuis bien longtemps de travailler sur ce qu'on appelle un PEI et un PERECOI, un plan d'épargne inter-entreprise et un plan d'épargne collectif inter-entreprise qui va permettre à toutes les entreprises qui le souhaitent d'adhérer à un plan d'épargne déjà prédéposé auprès de la Direction régionale du travail et qui donne accès à ce plan d'épargne à toutes les entreprises prévues dans le règlement de plan. Et il suffit que le règlement initial prévoit que toute entreprise de tout secteur d'activité et de toute zone de France puisse y accéder pour qu'il y ait beaucoup plus de simplicité dans la mise en place en ne signant qu'un bulletin d'adhésion, en fait.
Alors, le plan d'épargne entreprise se résume maintenant en 2 contrats. Vous avez donc le contrat qu'on appelle le PE, plan d'épargne entreprise, dans lequel les salariés vont pouvoir faire des versements volontaires, non déductibles, bien sûr, hein, c'est de l'épargne. Je décide de bloquer pendant 5 ans de l'argent dans mon plan d'épargne entreprise, mais aussi pouvoir recevoir les flux de la participation et de l'intéressement, comme Valérie vient de vous l'expliquer. Le salarié qui prend sa prime d'intéressement et qui ne souhaite pas la toucher, eh bien, peut très bien décider de la bloquer à l'intérieur de son plan d'épargne. Ça sera bloqué pendant 5 ans, mais ça permettra d'échapper à l'impôt sur le revenu sur cette prime. Et puis, les sommes d'abondement, tout ceci arriveront sur un plan d'épargne permettant, au bout de 5 ans, alors c'est 5 ans par année de versement, hein. Ce que je verse cette année est bloqué pendant 5 ans, ce que je verserai l'année prochaine sera bloqué aussi pendant 5 ans à partir de la date de versement, hein. Vous avez un deuxième contrat qui est le plan d'épargne retraite collectif, où là, l'argent est bloqué jusqu'à la retraite. Dans ce contrat, vous avez maintenant 3 compartiments, hein, depuis la loi Pacte. Le premier compartiment qui est ce qu'on appelle le compartiment individuel, celui qui reçoit les versements volontaires. Donc, je décide volontairement de verser dans un produit retraite mis en place par l'entreprise. Et ce produit retraite me permet de faire des versements volontaires, notamment déductibles ou non. Et si je fais des versements déductibles, eh bien, ça va être déduit de ma base imposable et donc permettre de baisser mon imposition sur le revenu, comme vous pouviez le faire à l'époque sur ce qu'on appelait des PERP, par exemple, ou des contrats Madelin pour les travailleurs non salariés. Ce compartiment 1 permet aussi de récupérer des sommes par transfert qui pourraient venir éventuellement d'autres produits retraite anciens détenus par le bénéficiaire, notamment des anciens PERP ou des anciens contrats Madelin, qui pourraient arriver dans ce compartiment 1 du plan d'épargne retraite mis en place par l'entreprise, ou un titre individuel aussi d'ailleurs, et ça permet de pouvoir sortir en capital, puisque ce compartiment 1 sort en capital. Le compartiment 2, lui, il est spécifiquement conçu pour recevoir les sommes issues de l'entreprise. C'est-à-dire, je verse mon intéressement, je verse ma participation, j'ai de l'abondement dans mon Péréco, eh bien, tous ces flux directement sortis de l'entreprise arrivent dans ce compartiment 2, qui permettent de sortir aussi en capital et totalement exonérés d'impôts. Et puis, vous avez le compartiment 3 qui, lui, est un peu particulier, qui est le compartiment réservé aux anciens articles code 83, comme on les appelait à l'époque, qui sont des cotisations obligatoires mises par l'entreprise lorsqu'elle met en place ce type de contrat. Et là, vous êtes sur un compartiment qui ne sort qu'en rente viagère fiscalisée aujourd'hui. Qui est concerné par tous ces mécanismes? Eh bien, comme Valérie vous l'a dit tout à l'heure, tout type d'entreprise, que ces entreprises soient soumises à l'IS, à l'IR, des associations, des SCM, des CELARD, des CSAS, des SLAS, des EURL, peu importe, que le dirigeant soit en BNC ou en BIC, à partir du moment où il y a un contrat de travail en plus du mandataire social, nous pouvons mettre en place tous ces mécanismes-là, que ce soit le plan d'épargne, le Péréco, l'abondement, l'intéressement ou la participation. Tous les chefs d'entreprise, jusqu'à 250 salariés, sont bénéficiaires des mécanismes de PE et de Péréco et d'abondement. Donc, tous les salariés CDD, CDI sont bénéficiaires aussi. Attention, les apprentis et les alternants sont bénéficiaires, mais ne peuvent pas être le seul contrat de travail permettant la mise en place du plan d'épargne. Donc, un artisan avec un apprenti ne peut pas mettre en place un plan d'épargne et tous les mécanismes d'épargne salariale. En revanche, un artisan, un salarié en CDD ou en CDI, plus un apprenti, peut mettre en place ce plan d'épargne et les trois y auront droit. Au niveau du bénéficiaire, vous avez aussi le conjoint collaborateur ou conjoint associé, qui est un statut bien particulier, hein, avec une activité régulière dans l'entreprise, mais pas de rémunération, mais pour lesquels l'entreprise fait un certain nombre de cotisations pour préparer des droits à retraite. Donc, ces gens-là sont aussi bénéficiaires de ces mécanismes de plan d'épargne. Bien entendu, le conjoint a le droit aussi d'être salarié. Je vais répondre tout de suite à une question que l'on se pose très souvent. Lorsque j'ai un dirigeant avec son seul salarié étant son conjoint, est-ce que j'ai le droit de mettre en place ce plan d'épargne? Ma réponse est oui, j'ai le droit d'être marié avec mon salarié. Donc, en fait, le dirigeant plus le conjoint salarié ne pose aucun problème, on peut mettre en place ces mécanismes.
Combien je peux verser à l'intérieur de mes plans d'épargne? Eh bien, dans le plan d'épargne 5 ans, PE, je ne peux verser que 25% de ma rémunération brute annuelle maximum tous les ans. Ça paraît beaucoup, mais ça peut être une contrainte pour deux types de profils. Le salarié à temps très partiel dans l'entreprise, qui aurait très peu de rémunération, donc, eh bien, serait confronté à ce plafond des 25% de versement volontaire maximum. Et puis le dirigeant qui prend très peu de rémunération, parce qu'il préférerait par exemple des dividendes, eh bien, serait aussi lui impacté par ce plafond de versement volontaire. En revanche, dans le PERECO, le plan d'épargne retraite, il n'y a pas de plafond au versement, tant que ces versements ne sont pas déductibles. À partir du moment où ils sont déductibles, eh bien, on doit justifier d'être en ligne avec les plafonds de déductibilité, notamment que vous pouvez trouver au dos de vos avis d'imposition qui sont calculés sur les revenus de l'année passée. Ensuite, quand est-ce que l'on peut verser? On a répondu aux questions qui y a droit, dans quelle entreprise, combien je peux verser et quand est-ce que je peux verser. Là, c'est très particulier. En fait, vous avez le salarié qui, lui, peut verser à partir de 3 mois d'ancienneté, si l'accord le prévoit. L'accord peut très bien prévoir moins, mais il n'a pas le droit de prévoir plus. On ne peut pas interdire un salarié de bénéficier des mécanismes après 3 mois d'ancienneté. En revanche, dans sa grande bonté, l'entreprise peut très bien descendre en dessous de 3 mois cette condition d'accès. Pour le chef d'entreprise, c'est un peu différent, et nous allons le voir sur le slide suivant, parce qu'on va le détailler. En fait, la règle générale, c'est d'avoir évidemment un salarié au moment où je fais mon versement, en tant que dirigeant, qui soit présent, hein, le salarié soit présent, mais aussi avoir au moins un salarié sur l'année civile précédente. Et ça, c'est un cas très particulier. Alors, l'année civile précédente, c'est-à-dire que nous sommes en 2023, je suis dirigeant, je veux faire un versement à l'intérieur de mon plan d'épargne, je me pose la question de savoir si j'ai eu un salarié en 2022. Si oui, je vais regarder s'il était à temps partiel ou à temps complet. S'il était à temps complet, l'avoir eu pendant 1 mois sur l'année civile précédente suffit. S'il était à temps partiel, l'avoir eu pendant 6 mois suffit. Donc, il faut vérifier l'année civile précédente et vérifier qu'il y a au moins 6 mois un salarié à temps partiel ou 1 mois un salarié à temps complet. Il existe une dérogation exceptionnelle, c'est-à-dire l'année de la création du tout premier emploi à temps complet. J'embauche mon tout premier salarié à temps complet dans l'entreprise. Je suis dirigeant, j'ai le droit, dès cette année d'embauche, de bénéficier des mécanismes de plan d'épargne sans avoir à regarder l'année passée. Et puis, une fois que l'argent est bloqué à l'intérieur des plans d'épargne, eh bien, il existe quand même, au-delà des conditions de blocage 5 ans ou retraite, des cas de déblocage anticipé qui commencent à être un peu connus sur le marché, hein, notamment pour le plan d'épargne entreprise. Il y a une douzaine de cas de la vie courante qui sont des cas dont tous encadrés par la loi, qui permettent aux salariés, aux bénéficiaires de pouvoir récupérer avant terme, dans les mêmes conditions que si j'avais attendu le terme, c'est-à-dire les 5 ans ou la retraite, de sortir, c'est-à-dire sans impôt. Donc vous avez cessation de contrat de travail, qui est l'un des cas les plus utilisés avec le mariage à l'intérieur du plan d'épargne entreprise. En revanche, dans le plan d'épargne retraite, le PERECO, vous pouvez constater qu'il existe beaucoup moins de cas de déblocage et surtout beaucoup moins de cas sympas, puisqu'il n'y a qu'un seul cas que l'on souhaite à personne, qu'un seul cas, pardon, qui est un peu acceptable, sinon les autres, on les souhaite à personne, c'est l'acquisition de résidence principale. Tous les autres cas dans le plan d'épargne retraite sont des cas plutôt dramatiques de récupération des sommes. L'abondement. L'abondement est un des mécanismes, comme l'intéressement d'ailleurs, et l'un peut aller sans l'autre, est un des mécanismes que l'on peut mettre en place à l'intérieur du plan d'épargne 5 ans et ou du plan d'épargne retraite. L'abondement, en fait, c'est une prime à l'effort d'épargne. C'est une règle assez simple. Je décide en tant que dirigeant de mettre en place une règle du jeu qui dit que si un salarié verse à l'intérieur du plan d'épargne, ou moi-même dirigeant, eh bien l'entreprise rajoute de l'abondement, évidemment sans charge et sans impôt, hors CSG-CRDS de 9,7. Cet abondement va venir se bloquer à côté du versement dans le plan dans lequel le versement était fait. Donc si je verse dans un PEE, blocage 5 ans, l'abondement vient s'ajouter à mon versement et vient se bloquer 5 ans avec.
L'abondement, c'est une règle du jeu commune pour tout le monde, une seule, qui va déterminer un taux multiplicateur de ce que je verse, qui peut aller jusqu'à 3 fois, on appelle le fameux 300%, et un budget maximum par personne, qui est forcément le même pour tout le monde aussi, et qui est plafonné à 8% du PAS dans le PE, c'est-à-dire un peu plus de 3 500 € cette année, et le double dans le Péréco retraite, puisque on peut aller jusqu'à un peu plus de 7 000 € par personne dans les deux. C'est-à-dire que si je verse dans un PE et que je verse dans un Péréco, je peux aller chercher les deux abondements, qui sont des sommes qui vont sortir de l'entreprise sans charge et sans impôt, et qui vont venir se bloquer sur ces comptes qui pourront sortir sans impôt à terme. Prenons l'exemple d'une stratégie d'un chef d'entreprise qui souhaite mettre une règle la plus avantageuse possible dans l'entreprise. Donc, on va dire 300% jusqu'au plafond légal. Donc, je multiplie par 3 tous les versements. Et jusqu'au plafond légal, c'est-à-dire le maximum légal que l'entreprise peut verser sous forme d'abondement, eh bien, je verse 1173. Et donc, j'ai 3520 qui est le plafond d'abondement dans mon PE. Et je fais un autre versement de 2346 € mon Péréco, qui d'ailleurs peut être un versement déductible, c'est ça l'intérêt du Péréco aussi, et qui va déclencher un abondement de un peu plus de 7 000 € dans mon Péréco. Je vais donc me retrouver avec un peu plus de 14 000 € d'épargne en ayant fait à peine 3 500 € d'effort d'épargne de ma poche. Les sommes qui constituent l'abondement, les 11 000 €, seront bien des sommes qui sortiront sans charge et sans impôt et qui viendront à l'intérieur des plans et des comptes individuels de ceux qui ont fait les versements. Maintenant, cette règle est la même pour tout le monde, je le répète une fois encore, et on n'a pas le droit d'empêcher un salarié de verser. Donc, il existe aussi d'autres règles permettant, pourquoi pas, eh bien, de demander, par exemple, plus d'efforts d'épargne, et c'est ce qu'on va voir avec le slide suivant, où vous avez la possibilité de mettre une règle d'abondement à 100%, par exemple, en baissant le taux. Merci. Une règle d'abondement à 100% en baissant le taux, où là, effectivement, si le chef d'entreprise décide de ne plus mettre un taux d'abondement très favorable, mais un taux d'abondement un peu moins favorable en disant je ne fais qu'une règle à 100%, c'est-à-dire quand je verse 1, l'entreprise rajoute 1, eh bien, il faudra verser 3 500 € de sa poche dans le plan d'épargne pour aller chercher les 3 500 €, ce qui, évidemment, a un rôle important sur la capacité d'épargne des gens à verser dans les plans d'épargne d'entreprise. Et dans le Péréco, aller verser 7 000 € pour aller chercher 7 000 € d'abondement. On peut très bien avoir deux règles d'abondement différentes dans le PE et dans le Péréco, hein. Une à 300, une à 100, une à 50%. J'ai pris un exemple à 300 et à 100%, mais ça va de 0 à 300, hein. On peut très bien mettre une règle d'abondement à 50%. Et comme dans le Péréco, le versement peut être déductible, les 7 000 € que nous versons dans le Péréco, pardon, peuvent très bien être déductibles de la base imposable et avoir un intérêt à verser plus, et donc à mettre un taux d'abondement plus faible. On pourrait parler pendant beaucoup plus longtemps, je suis très frustré, des mécanismes d'abondement notamment, mais le temps nous est compté, donc Valérie et moi sommes à votre disposition pour les différentes questions. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à l'intéressement ou les plans d'épargne à nous solliciter. Une petite question, que se passe s'il n'y a plus de salariés à l'intérieur de l'entreprise? Réponse, les plans d'épargne sont en stand-by. C'est-à-dire que l'argent reste bloqué puisque, en tant que dirigeant, j'ai mon argent bloqué sur un plan 5 ans et sur un plan retraite. Le fait de voir partir un salarié n'est pas un cas de déblocage de mon épargne à moi personnelle. Et donc, les plans sont en stand-by en attendant qu'un autre salarié puisse revenir pour pouvoir réactiver les mécanismes. Est-il possible de cumuler les plans d'épargne pour un président sur plusieurs sociétés? Ah, alors, c'est une excellente question, ça. Oui, on a le droit d'avoir, si on est dans plusieurs sociétés, le droit d'avoir plusieurs PE. En revanche, attention, l'abondement est un plafond par individu, pas par entreprise.
Et donc, je ne peux pas aller chercher 3 500 € d'abondement dans mes différents PEE. Je dois avoir un plafond respecté de 3 500, tout PEE confondu. Donc, la réponse est non en même temps, puisque on met rarement un plan d'épargne si on ne peut pas aller chercher l'abondement. Autre question, existe-t-il un texte de loi obligeant l'employeur à abonder? Ah bah, le texte de loi, il est très simple, c'est que l'abondement est une règle identique pour tout le monde dans l'entreprise et que c'est un engagement de l'entreprise et que lorsque l'on a mis en place de l'abondement, eh bien, on s'engage à le verser si un bénéficiaire, quel qu'il soit dans l'entreprise, verse à l'intérieur du plan d'épargne. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent avec ces mécanismes si on n'a pas forcément l'ambition de vouloir partager. Donc là, on a plein de solutions possibles sur les différentes règles que l'on peut mettre en place. Et je crois que la bonne idée, c'est d'étudier le cas par cas dans ces moments-là. Mais oui, la réponse est oui. Le versement oblige l'abondement. La demande, vous voulez peut-être dire, est-ce qu'on était obligé de prévoir un abondement dans le plan? Alors non, si la question est tournée comme ça, non, on peut très bien mettre un plan d'épargne sans abondement. Ça arrive très souvent d'ailleurs dans les entreprises qui ont de l'intéressement et qui laissent la possibilité aux salariés de pouvoir verser cette prime à l'intérieur d'un plan d'épargne pour échapper à l'impôt, mais sans forcément rajouter de l'abondement. On peut très bien dire aussi, j'abonde les sommes issues du versement volontaire, mais je n'abonde pas les sommes issues de l'intéressement. Et la règle d'abondement peut être très très précise et être différente par type de flux. Mais je peux très bien mettre en place un plan sans abondement, oui, tout à fait. Pour préciser sur l'abondement, effectivement, il nous arrive des fois d'avoir des accords qui prévoient l'abondement plus qu'avantageux pour les salariés à 300% des versements volontaires. Et c'est vrai qu'au moment où vous allez mettre en place cet accord, vous le faites en fonction de vos effectifs. Mais c'est vrai que l'entreprise évolue et vous pouvez être amené à développer votre effectif. Et c'est vrai qu'on se retrouve des fois avec des problématiques je l'ai fait pour un salarié, puis finalement j'ai 10 salariés, j'ai prévu des abondements très significatifs. Donc en termes de coûts pour l'entreprise, ça peut s'avérer problématique. Donc bien faire attention effectivement à prévoir un abondement qui est cohérent avec l'enveloppe que vous voulez y accorder. Et pour vous rassurer, on a le droit de modifier une règle d'abondement tous les ans, hein. C'est une règle qui se modifie par simple bulletin de modification qui peut très bien modifier la règle d'abondement jusqu'à la mener à zéro, hein. On peut arrêter l'abondement tous les ans. Autre question, les actionnaires non salariés ont-ils droit à l'intéressement? Les actionnaires non salariés, alors en fait, ont droit à l'intéressement Les les associés. salariés et les mandataires sociaux. Et les mandataires sociaux. Il ne suffit pas d'être actionnaire. Si vous prenez une petite part dans une entreprise en capital, ça ne vous rend pas bénéficiaire du plan d'épargne. Pour être bénéficiaire, il faut être soit mandataire social, soit salarié. Et un associé non dirigeant n'est pas salarié au sens droit du travail, il n'est pas salarié dans l'entreprise. Peut-on réaliser une formule avec une catégorie cadre et une catégorie non cadre? Non. On adorerait, on en ferait beaucoup plus, mais non. Non, pas de catégorie socio-professionnelle dans les plans d'épargne d'entreprise. Alors, pour être beaucoup plus précis, on peut, mais en favorisant les catégories les plus faibles. Donc, ce que l'on ne voit jamais, en fait, dans les entreprises, hein, quasiment. Y a-t-il une formalité à faire tous les ans pour prévenir les salariés des droits et opportunités? Ah, bah, ça, c'est un point très, très important. En fait, on n'en parle jamais assez. L'entreprise a une obligation d'information de ses salariés. Donc, il y a différentes façons d'informer ses salariés. La meilleure, évidemment, c'est la redondance, c'est-à-dire d'être certain tous les ans de leur réexpliquer qu'il existe un plan d'épargne. Maintenant, euh, cette obligation, elle a plutôt un intérêt lorsque les salariés ne versent pas. Parce qu'à partir du moment où les salariés ont versé et ont un compte actif dans le plan d'épargne d'entreprise, de fait, ils sont informés que ça existe. Le souci que l'on a, c'est dans les entreprises où, souvent dans les micro-entreprises, seul le dirigeant verse et pas les salariés. Et donc, seul le dirigeant a de l'abondement. Ça n'est pas interdit, hein, mais en cas de contrôle URSSAF, il faut pouvoir euh, prouver
que les salariés sont informés des mécanismes et de la règle d'abondement qui existent. Donc, lorsque l'on met en place le plan d'épargne, on est censé remettre aux salariés un livret d'épargne salariale lorsqu'il entre dans l'entreprise pour l'informer des mécanismes qui existent dans l'entreprise, au même cas qu'on l'informe qu'il existe une mutuelle ou une prévoyance. C'est tout en termes de questions pour le moment. Écoutez, on vous remercie de votre participation au webinaire et de vos questions pertinentes. Vous voyez que s'affichent donc nos coordonnées mail à moi-même et à Sandrine Aubertinaz. Sandrine ne manquera pas de transmettre éventuellement à Hervé Duhamel des questions un peu plus techniques qui solliciteraient son intervention. Voilà, écoutez, on vous libère, on vous remercie chaleureusement pour votre participation. Merci.